Merci beaucoup, Anne. Donc, on tient également à remercier le TMN Lab de cette invitation, d'abord de cette commande d'enquête augmentée en 2021 et puis de cette invitation aujourd'hui à vous présenter les premiers résultats de l'étude. Donc, je suis effectivement Jessica Piris, responsable des études quantitatives dans l'agence indépendante L'Œil du Public, qui travaille principalement à réaliser des études de public pour le secteur culturel et pour tous les lieux du secteur culturel. Bonjour, donc moi aussi je me joins à Jessica pour remercier le TMN Lab, l'Opéra Comique, de nous accueillir pour présenter ces résultats. On est très heureuse de les présenter aujourd'hui. Et je suis donc Ariane Lacasse et je suis responsable des études qualitatives à L'Œil du Public. On va revenir sur les méthodologies que nous représentons juste après. Mais donc pour revenir sur les résultats de cette étude que nous vous présentons aujourd'hui, je ne vais pas refaire l'historique que Marion Denisot a tout à fait bien présenté tout à l'heure, mais simplement redire qu'effectivement, après ce premier état des lieux en 2016, qui était venu faire un petit peu une photographie de l'état du numérique dans les lieux culturels, notamment par la pénétration des outils et des équipements, l'intégration des postes et des missions, les services et actions développés, et puis les financements et les modes d'évaluation accompagnés par ces services et actions. Nous avons souhaité, sur la commande du TMN Lab, mettre à jour ces données, un certain nombre en tout cas de données, mais comme ça a été dit ce matin, nous avons été assez rapidement limités dans une mise à jour, on va dire simplement copier-coller de ce qui s'était passé en 2016, parce que la nature des enjeux du numérique ayant tellement évolué en 5 ans, nous nous sommes assez rapidement rendus compte en discussion avec le TMN Lab que ça n'avait pas forcément de sens d'être dans une comparaison simple par rapport à 2016. Nous avons donc choisi d'aller un peu plus en profondeur sur certains axes, d'en abandonner certains autres qui nous paraissaient un petit peu obsolètes dans l'état des discussions. Et donc, nous avons resserré notre questionnaire sur 3 grandes thématiques et 3 axes majeurs que nous avons identifiés. Le premier, vraiment centré sur la question du projet d'établissement, du coup, dans lequel nous travaillons vraiment à tout ce qui a été dit ce matin, la manière dont un lieu, une direction peut vraiment aller sur la question du numérique et l'intégrer vraiment, véritablement dans son projet d'établissement. Également, la question des organigrammes et de la gestion des équipes, que ça peut faire bouger à des moments de vouloir aller travailler sur le numérique. Là aussi, ça a déjà été évoqué ce matin. Et le niveau d'équipement et l'organisation du travail qui en découle dans les différents lieux. Et enfin, les choix de programmation et de diffusion qui sont faits par rapport à tous ces enjeux-là. Ça, c'est le premier grand axe. Le deuxième axe, c'est celui des outils et des moyens de communication numérique qui sont mis en œuvre dans les structures, des contenus et des actions qui sont produits, des dispositifs et des services numériques mis en place, et puis de la place et du rôle des publics qui a quelque peu muté. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a évoqué ce matin et les résultats de l'étude vont venir un petit peu étayer ces discussions. Et puis, la dernière partie qu'on a souhaité mettre en œuvre dans ce questionnaire, c'est vraiment la question de la donnée, qui est évidemment assez cruciale quand on parle de numérique. Comment est-ce que cette donnée est collectée, comment elle est gérée dans les différents lieux, et puis les modalités d'évaluation des actions qui peuvent découler justement de cette collecte et cette gestion des données. Et finalement, on s'est rendu compte que ce questionnaire qu'on a construit, c'est quasiment devenu une espèce d'outil de diagnostic, voire d'autodiagnostic pour les structures qui y ont répondu. Je pense que toutes les structures y ayant répondu sont d'accord avec cette formulation-là, ce qui a permis à la fois de mesurer le chemin qui avait été parcouru depuis 2016 par les structures et en même temps aussi de se positionner, en fait, de positionner sa structure, de se positionner par rapport à son équipe, par rapport à l'ensemble des lieux qui ont constitué cet échantillon.
Et puis, on a aussi fait le choix, avec l'œil du public et en concertation avec le TMN Lab, d'enrichir l'analyse quantitative, donc de chiffres et de statistiques, d'une approche qualitative que porte Ariane aujourd'hui. Oui, effectivement, nous avons donc organisé 3 réunions de discussion, d'échange avec des professionnels des professionnels de la culture. Une première qui a eu lieu au mois de juillet au cloître Saint-Louis, et je remercie le Festival des Vignons de nous avoir invités. Et 2 autres réunions qui ont lieu en septembre à la Gaîté Lyrique, donc à Paris, et je remercie bien entendu la Gaîté Lyrique de nous avoir accueillis. Alors les discussions étaient visaient à ouvrir la parole de façon très très ouverte. Elles étaient évidemment limitées en termes de temps. On aurait pu, je pense, y passer encore plus de temps que le temps qu'on y a passé, qui était déjà consistant. Et le qualitatif est venu, bien sûr, comme vous vous en doutez, donner un éclairage plus fin, permettre des échanges d'expériences, des débats aussi, aller un petit peu plus dans le cœur des sujets. Et elle tournait, c'est vrai, beaucoup sur des questions assez générales de stratégie, de ressources humaines, de bouleversement des métiers, donc des sujets qui mettaient vraiment en perspective les résultats quantifiés sur des questions très précises portées par le quanti. Alors, au niveau des participants encore une fois, là encore, je remercie aussi vraiment très très chaleureusement, puisque c'était vraiment super de pouvoir rencontrer tous ces professionnels. Nous avions un peu plus d'une vingtaine de participantes et de participants qui recouvraient un peu tous les types de fonctions des lieux culturels, depuis la direction, le secrétariat général, le pôle programmation artistique, le pôle communication, le pôle public, mécénat, le pôle numérique aussi. On avait des structures qui étaient d'envergure diverses. On a vraiment tenu à pouvoir avoir un groupe le plus représentatif possible. Nous avons donc des théâtres nationaux, scènes nationales, établissements publics nationaux, scènes conventionnées, structures subventionnées hors label et réseaux nationaux, structures privées, une scène labellisée, des festivals et un centre chorégraphique. Et au niveau des secteurs, on a eu la chance de pouvoir représenter tous les secteurs, donc danse, théâtre, cirque, art visuel, musique, et puis tout ça sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc ce que moi je vais vous dire, bon, tout comme Jessica, hein, mais à la manière qualitative, provient tout à fait des discussions qualitatives et de l'analyse de ces échanges. Les verbatims qui sont très nombreux, les citations de professionnels dans le document final, vous pourrez les consulter, je vous engage vraiment à le faire, sont anonymisés. Il s'agit d'une règle déontologique des études. Donc voilà. Donc effectivement... Oui. Pardon. Donc nous avons dans le questionnaire quantitatif récolté à peu près 550 réponses, dont 261 complètes, c'est-à-dire avec vraiment le questionnaire complètement rempli, ce qui nous permet d'atteindre une forme de représentativité statistique suffisante pour pouvoir analyser les chiffres qui en découlent. Ce terrain s'est déroulé en ligne, donc de la même façon qu'en 2016, via l'envoi d'une newsletter largement diffusée au sein du secteur culturel. Le terrain a duré 3 mois, d'avril à juillet 2021. Et on est vraiment content de ce taux de réponse assez phénoménal, étant donné la complexité et la densité du questionnaire de 2021, qui était vraiment... On a dit que c'était une étude augmentée. Christopher Miles l'a rappelé dès le départ. On était à plus d'une centaine de questions, en fait, dans ce questionnaire. Donc, effectivement, une densité assez inédite
notamment en termes de méthodologie quantitative. C'est assez rare de proposer un questionnaire de cette taille, mais on a vraiment souhaité le transformer en diagnostic, comme je vous le disais auparavant, et c'est ce qui a justifié cette taille-là. Et puis surtout, ce qui est assez intéressant dans le fait d'avoir eu autant de réponses, c'est par rapport à la période de lancement du terrain du questionnaire, qui a été concomitant en fait à la réouverture des lieux fin avril. Donc je pense que vous aviez tous énormément de problématiques bien différentes à gérer par rapport à la réouverture de vos lieux et à l'accueil de public dans les salles, de retour des nombreux confinements et couvre-feu et toutes les restrictions que nous avons connues et que nous connaissons encore un petit peu. Et malgré ce contexte sanitaire extrêmement complexe à gérer et difficile, on a réussi à avoir cette quantité-là de réponses, donc c'est assez important de le noter. Et donc merci encore aussi à tous ceux qui ont bien voulu jouer le jeu assez délicat de répondre à ce questionnaire, et en plus de se concerter en équipe pour pouvoir y répondre, puisqu'il faisait appel à différents corps de métier et à différentes fonctions à l'intérieur de l'organigramme. Donc c'était assez sport de pouvoir le remplir seul. Et puis, on a également choisi en 2021 d'élargir l'échantillon donc de structures répondantes, comme ça a déjà été dit. On l'a élargi à la totalité des disciplines artistiques, mais aussi aux arts visuels. Donc on a essayé aussi de construire le questionnaire de telle sorte à ce que les structures d'art visuel puissent aussi s'y reconnaître et y trouver leur compte. Et on a aussi fait le choix, en introduction du questionnaire, ce qui a peut-être un petit peu alourdi au départ vos réponses, mais en tout cas, on a fait le choix d'une qualification extrêmement fine de vous, structures répondantes, afin de pouvoir vraiment identifier à l'intérieur de l'analyse les spécificités notables statistiquement liées aux typologies de structures. Et ça nous a permis, au moment de l'analyse, de pouvoir comprendre un peu plus finement ce qui était en jeu en fait dans les évolutions en fait que nous avons notées, et qu'est-ce qui pouvait ou non avoir un impact sur l'avancée plus ou moins forte des questions numériques, des lieux dans la question du numérique. Voilà, et donc vous verrez donc là dans la présentation, je vais faire quelques insertions concernant justement ces spécificités, mais dans le rapport complet, vous avez vraiment une forme d'exhaustivité de ce qui est ressorti statistiquement de manière significative par rapport aux typologies de structure. Et ça comprend en fait des caractéristiques techniques des lieux, comme par exemple le statut juridique, la labellisation, la discipline majoritaire, la taille de l'équipe du lieu, la question de la géographie aussi, de la taille des villes d'implantation des lieux, mais aussi des questions un petit peu justement d'intégration des questions numériques, de positionnement du numérique dans la structure, qui du coup nous ont permis de regarder un petit peu ce qui se passait de plus près. Alors, pour une première citation d'une de nos participantes, être perméable à la complexité du monde, être à l'écoute de la société. Il y a beaucoup de choses derrière cette citation qui recouvre un certain nombre de sujets qui ont été discutés lors des réunions qualitatives. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels rencontrés s'entendent tout à fait sur le fait que voilà, le bouleversement numérique est là. On ne peut plus détourner le regard. Il est bien là devant nous. Il concerne la société tout entière, pas uniquement le monde culturel. Et il s'agit d'apporter des réponses, des actions, de se positionner face à cette réalité. Le bouleversement par le numérique a, pour les professionnels, bouleversé les façons de communiquer, d'appréhender les contenus culturels aussi, de créer du lien au niveau de la société tout entière comme de la consommation culturelle. Et la période de crise sanitaire, dont nous ne sommes pas tout à fait sortis, a accéléré ces changements. Ça a été rappelé maintes fois ce matin. Les personnes qu'on a rencontrées étaient encore marquées par cette période qui leur
a demandé des efforts souvent démesurés pour faire face à ce contexte, pour garder le lien avec les publics, pour faire des propositions originales, voire innovantes, donc au prix de gros efforts. On a par exemple une personne qui nous dit: on a été aspiré par toute une production, ça nous a demandé d'être à la hauteur. Ce qui est éloquent sur les difficultés et les efforts qui ont pu être menés. Donc la perméabilité n'est plus en question, la perméabilité au numérique. On nous parle également de changement de paradigme, donc là ça touche toute l'organisation interne, ça touche la question des métiers. La place du numérique a infusé, ça a été également dit tout à l'heure par Lise Saladin, a infusé vraiment toutes les strates des organisations, la façon d'échanger en interne, l'organisation, la communication, la billetterie, tout ce qui va être relation avec les publics, le traitement des données. Et donc aujourd'hui, le numérique apparaît comme une réalité contextuelle, incontournable, dont on ne peut pas se détourner encore une fois. Donc il ne s'agit pas évidemment de bouleverser le projet reste le même, les missions sont toujours les mêmes, mais il s'agit de faire avec, en fait, en tout cas de faire face à cette nouvelle réalité. C'est un défi de taille, c'est quelque chose qui revient souvent. Le champ du numérique est immense, voire vertigineux, de par la complexité des flux qui traversent le monde numérique. Et pour les institutions, il s'agit de se positionner, de trouver comment y prendre une place, sachant que cette place, elle passe pas uniquement par la communication autour de la programmation, mais aussi par la prise de parole parfois. Les structures pendant la crise sanitaire sont devenues quasiment émettrices de messages puisqu'elles ont dû prendre la parole sur cette crise, sur cette situation inédite. Voilà, donc pour résumer en une phrase, la messe est dite, enfin je veux dire, le numérique est là et il faut faire avec et l'intégrer. Effectivement, et par rapport à cette question-là, on a donc 55% des structures répondantes qui nous ont affirmé que le numérique est un axe prioritaire pour leur structure. Ce chiffre, 55%, n'est pas si éloigné de ce qui avait déjà été déclaré en 2016. On était à 53% en 2016. C'est peut-être ce qui fait penser à Marion Denisot, comme elle le disait tout à l'heure, qu'on a une forme de stabilité entre l'étude de 2021 et les résultats de 2016. Effectivement, il y a une stabilité, on va dire, de surface sur un certain nombre de sujets qui peut apparaître dans les résultats de 2021. Mais quand on creuse un petit peu les chiffres, finalement, on se rend compte que cette stabilité est assez relative. Et notamment, on a essayé justement dans le questionnaire, c'est ce qui fait aussi la densité dont je parlais précédemment, on a essayé d'ajouter un peu de granularité en fait sur certains éléments, et notamment sur cette question-là, c'est 55% en fait qui sont d'accord. La question était posée en termes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes? Et donc on avait parmi différentes affirmations, le numérique est un axe prioritaire dans notre structure. Ce niveau d'accord à 55%, il y en a 22% qui ont dit je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Et ça, c'était en fait 8% en 2016. Ce qui fait que finalement, un chiffre qui peut paraître ne pas avoir beaucoup bougé, il y a une différence quand même assez sensible d'implication et on va dire, comme le disait Ariane, une espèce d'entrée de plein pied en fait dans cette dimension-là, et en tout cas une espèce d'évidence qui commence à vraiment se poser, s'imposer au lieu aujourd'hui par rapport à cette question-là. Et en même temps, dans les discussions avec le TMN Lab, c'est quelque chose qui vient vraiment questionner, est-ce que, et Emmanuel Vergès en reparlait aussi tout à l'heure, est-ce que finalement le numérique doit véritablement être
un axe prioritaire, ou est-ce que finalement ce n'est pas juste une donnée qui fait partie de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, que finalement qui touche du coup l'ensemble de la société, et donc qu'il faut tout simplement accepter, regarder et interagir avec lui en fait, et se demander comment est-ce qu'on peut justement développer de l'interaction. Mais est-ce que le considérer comme un axe prioritaire, comme si c'était quelque chose comme on disait, un train dans lequel il faudrait courir pour monter le plus rapidement possible et essayer de rattraper le retard qu'on a accumulé, ou est-ce que tout simplement on se dit que c'est là, c'est une donnée de l'environnement, et donc on fait avec. Donc voilà, ça vient questionner, d'autant que de la même façon, on a également un peu moins de la moitié des structures qui nous disent que véritablement aujourd'hui, le numérique est intégré au projet d'établissement. Et c'est ce qu'on disait encore ce matin, c'est vraiment une nécessité à un moment donné, si on veut pouvoir avancer sur ces questions-là, que ça devienne à la fois un projet d'établissement et une démarche partagée. Lise Saladin également en a reparlé dans la question de l'opérationnalité de la mise en œuvre des éléments. Oui, je ne saurais ne pas aller dans ton sens. Donc, dans les discussions ouvertes avec les professionnels, ce qui ressort vraiment très très fortement, je pense que les personnes qui sont là aujourd'hui pourraient en témoigner, qui étaient là lors des groupes, ce qui devient primordial urgent, c'est que les directions des lieux culturels s'emparent de la question pour adosser le projet donc d'établissement à la question du numérique. Hein. Encore une fois, pour que le numérique devienne une façon d'outiller les structures, de les aider à déployer le projet. Premier point. Deuxième point, que ça se fasse, Jessica l'a très bien dit, de façon concertée, c'est-à-dire clarifier les objectifs, poser une stratégie dans l'ordre, clarifier les objectifs et concerter avec l'ensemble des équipes. 100% des équipes, toutes les équipes. Voilà. Et puis, bien sûr, corollaire à tout ça, il va y avoir toute la redéfinition de l'écosystème du travail en interne, avec ce que les personnes appelaient les nouveaux métiers, l'évolution des métiers. On a une personne qui nous dit: le numérique a changé fondamentalement l'organisation du travail au sein de l'établissement et notre communication interne. Donc, on a beaucoup évoqué les montées en compétences permanentes qui étaient impliquées par le numérique, notamment pendant la période de confinement. Les participants évoquent aussi un temps qui s'accélère avec le numérique. On n'est plus dans la même temporalité que dans la temporalité des spectacles. On est dans une nouvelle temporalité qui presque induit qu'on a deux réalités, des cercles concentrés comme ça, deux réalités qui se superposent. On parle beaucoup de charge mentale aussi quand on mentionne les nouvelles tâches liées au numérique. C'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. Également, ça peut aller, dans certains cas, on évoque l'idée d'une perte de sens. C'est encore une citation, c'est-à-dire que des personnes qui vont dire, voilà, je n'ai pas fait ce métier, je n'ai pas choisi ce métier forcément pour le pratiquer de cette façon, donc comment m'accompagner ? Pour conclure sur cette intervention, on a un participant qui nous dit: le numérique, soit c'est posé par la direction, soit tu le subis. Il faut investir le numérique par le haut. C'était deux personnes différentes qui parlaient là. Voilà, donc toujours la question de la stratégie comme centrale, à laquelle on oppose un empilement d'actions à mener qui ne trouverait pas son sens. Et pour aller donc dans la continuité de cette question-là, en fait, on a encore plus d'un tiers, donc 37% des structures qui considèrent la nature même de l'activité, donc de spectacle vivant et d'art visuel, comme incompatible avec les enjeux et la transformation du numérique. Donc ça montre bien qu'on a encore un frein idéologique assez fort qui persiste, qui arrive en position numéro 3 des freins qui sont identifiés par les structures comme ne permettant pas d'engager les structures plus avant dans le numérique. Le premier étant la question du temps, du manque de temps et donc du frein organisationnel que présente l'investissement des enjeux du numérique. Le deuxième étant les questions de la technique et de la technicité et des compétences manquantes pour notamment les plus petites équipes et les plus petites structures.
Donc l'idéologie, comme je disais, arrive en troisième. Et au-delà de ce 37%, on a également plus d'un quart des structures qui identifient le numérique avec une forme de déshumanisation. On en a parlé aussi ce matin. Et aussi une forme d'appauvrissement culturel, un risque d'appauvrissement culturel. Ces freins-là montrent bien qu'il y a encore dans une partie des esprits une forme d'opposition en fait pure et simple, j'ai envie de dire, entre le numérique et le vivant. C'était aussi un des enjeux posés par Lise dans son intervention. On a parfois du mal à identifier la complémentarité que peuvent apporter les outils du numérique à la partie présentielle. Donc on parlait de la question du distanciel ou du virtuel. Voilà, là aussi, je pense qu'il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on met derrière le numérique et des représentations que chacun se fait de ces outils-là. Et c'est d'ailleurs, il me semble, le point de départ de la création du TMN Lab. C'est vraiment un point de vue idéologique sur les enjeux du numérique qui réunit en fait cette communauté autour de ces questions et qui a encore un peu de travail pour fédérer encore un peu plus de structures à elle. Juste pour compléter sur toujours la question des freins, donc du point de vue des discussions entre professionnels, ces éléments-là ont été évoqués, les résistances idéologiques, on parle de choc des cultures en interne, on parle de juniorisation des anciens et de seniorisation des nouveaux arrivants qui ont la culture numérique dans la peau, contrairement à ceux qui étaient là un petit peu avant. Et alors ce qui était intéressant, c'est que justement cette question de l'ouverture par le numérique, pour l'opposer aux résistances idéologiques, elle a été vraiment prise à bras-le-corps, en tout cas débattue dans les échanges. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est est-ce que le numérique peut ouvrir à des nouvelles opportunités, à des nouveaux publics. C'est pas gagné, hein. Mais en tout cas, sans y répondre en filigrane, on avait vraiment, enfin en filigrane non d'ailleurs, c'était très concret. Il y a eu des échanges autour de ça. C'est un petit peu ce qu'a repris Emmanuel Vergès tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur qui sont ces publics qui nous ont regardé sur Internet, qui ont visionné des contenus. On n'a pas les réponses sur ça. Et bien sûr, ça demande à être interrogé parce que la consommation de contenu en ligne n'est probablement pas aussi qualitative que celle que l'expérience d'un spectacle dans un lieu, parce que les vues sont souvent courtes, volatiles, ne sont pas forcément capables de créer du lien ou de créer de l'intelligence autour des spectacles. Et puis parce qu'on s'interroge sur l'identité des publics qui ont regardé sur Internet. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui viennent, ou est-ce que ce sont éventuellement de nouveaux publics? Ça pose aussi la question des jeunes. Est-ce qu'on peut les toucher par le numérique? Tout ça, ça pose donc, du coup, j'en viens à cette question de démocratisation culturelle. Est-ce que le numérique est une porte ouverte à la démocratisation culturelle, à plus de contributions? Est-ce que ça apporte des réponses à la question des droits culturels et du lien social aussi, par extension? Toutes ces questions ont été débattues et on voit qu'il y a beaucoup que les structures culturelles sont extrêmement en avidité intellectuelle pour y réfléchir tout ça avec le TMN Lab. Effectivement, et une grande majorité des structures voient vraiment ces opportunités, voient ces ouvertures possibles qu'apporte le numérique, notamment en termes de diversification des formats de médiation et des contenus culturels, et puis d'appropriation possible des contenus par les publics aussi. Tout ça, effectivement, Emmanuel Vergès en a largement parlé, et ça apparaît à plusieurs endroits des discussions qu'Ariane a menées avec les professionnels. Et effectivement, c'est la deuxième grande opportunité qui est identifiée
par les structures répondantes au questionnaire, la question de l'ouverture et du partage un petit peu que peuvent permettre les outils du numérique. Et ça, c'est identifié juste derrière la question du lien et de relier les publics qui, évidemment, a pris une ampleur d'autant plus importante avec la crise que nous traversons actuellement. Relier non seulement des publics éloignés physiquement, géographiquement, mais aussi socialement et sociétalement et sociologiquement des lieux de spectacle et d'art visuel. Voilà, et ça c'est particulièrement compris par l'ensemble des structures, et ça pose effectivement la question de la relation à l'œuvre qui s'en trouve modifiée par là même, et la crise sanitaire finalement a un petit peu mis en avant cette question-là et a rebattu les cartes, en tout cas a ouvert les yeux, j'ai envie de dire, à un certain nombre de structures, parce que dans le questionnaire, on avait aussi quand même des questions ouvertes, un certain nombre de questions ouvertes qui ont permis au lieu de s'exprimer librement et ne pas juste cocher des cases dans un questionnaire de questions fermées. Et un certain nombre de structures ont vraiment affirmé avoir réalisé en fait ces opportunités-là que le numérique pouvait offrir, par la crise sanitaire et par la nécessité à un moment donné de répondre à la fermeture des lieux et de rester en lien avec ces publics. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Oui, alors toujours dans le même sens, ça a été vraiment un grand sujet de discussion avec les professionnels. On parle d'une inflation de nouveaux formats numériques. On a un festival qui nous dit que c'est devenu un travail presque de chaîne de télévision. Un autre lieu qui nous dit on est en train de repenser notre projet comme un projet multimédia. Ça pose des questions importantes. Il y a toute une activité de production donc, qui s'est mise en place pendant notamment la crise sanitaire. Pour une partie des contenus, ils seront, je crois, très largement pérennisés. Je crois que c'est ça que dit le Canti aussi. Tout à fait. Et donc, cette activité de production, bien sûr, elle permet d'un côté, j'ai quelqu'un qui nous dit le numérique a apporté une vraie liberté de création. Donc ça, c'est le pendant positif, je dirais. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tout ça, c'est une charge de travail supplémentaire. Et puis, ça demande des montées en compétences, encore une fois, des savoir-faire que les équipes n'ont pas. Donc souvent, elles s'adossent à l'ingéniosité de certains collaborateurs qui savent faire ou qui apprennent à faire un petit peu sur le tas. Mais bon, ça ne peut pas être satisfaisant sur le long terme. Il faut requalifier ces qualifications, les intégrer aux fiches de poste, etc. Donc ça pose vraiment des questions de métier, de l'ordre du métier et des nouvelles compétences. Les structures aussi qui ont peu de moyens ou qui n'ont pas d'activité de production, qui traditionnellement font de la diffusion, éprouvent évidemment plus de difficultés à mettre en place tous ces contenus. À l'inverse, les structures qui ont plus de moyens, qui sont des structures plus d'envergure, vont avoir tout un questionnement autour du pilotage stratégique de ces divers contenus et aussi une problématique en fait d'image et de marque qui va être très forte. On a une autre problématique qui est beaucoup évoquée, c'est la problématique de la surveillance rapprochée des plateformes. Donc là, ça va être notamment les réseaux sociaux, c'est-à-dire surveiller les débordements en ligne. On a des problématiques de coupure aussi pendant les streamings, pendant les diffusions de concerts ou de spectacles. On a des coupures par les plateformes pour des questions de droit. On a du shadow banning aussi. Donc toutes ces questions-là ont été évoquées dans les groupes. Et puis enfin, il y a aussi un sujet important qui est la façon dont on envisage la médiation aujourd'hui dans ce contexte numérique. La médiation a beaucoup évolué d'après les professionnels. Elle se trouve un peu dans une croisée des chemins entre la communication d'un côté, les propositions artistiques de l'autre. Elle devient de plus en plus inventive, elle innove, on vient de le dire, pour créer des nouvelles expériences pour les spectateurs, pour créer du lien.
Donc d'un côté, elle va instaurer ce qu'on pourrait appeler un rapport augmenté à l'œuvre en proposant des nouveaux formats qui vont servir l'œuvre. Mais de l'autre, elle peut être amenée à constituer des objets numériques à part entière, hein, qui sont même indépendants de l'œuvre artistique. Et par là même, ça va interroger chez les professionnels le rapport entre la direction artistique d'un côté, la communication, la médiation, les artistes, leurs contributions possibles, et puis évidemment les publics dans le cadre des projets partagés. Donc il y a beaucoup de mentions sur cette circulation entre les différentes entités des organisations, comment créer plus de transversalité dans les projets, comment travailler vraiment plus en équipe, horizontaliser un petit peu les modes de partage et de décision, et pour que les projets numériques deviennent vraiment des projets partagés. Et donc, effectivement, comme le disait Ariane, ça pose la question notamment de la formation des équipes et de la compétence des équipes. Là aussi, l'évolution est assez notable par rapport à 2016, puisque nous avons aujourd'hui 2/3 des structures qui déclarent avoir un certain nombre de personnes à l'intérieur de l'équipe qui assurent des missions liées au numérique de manière formalisée dans leur fiche de poste, mais sans que ce soit vraiment un poste dédié. C'est-à-dire, on a un poste, essentiellement en général un poste dans la communication, qui intègre un certain nombre de missions, et c'est intégré à la fiche de poste. Mais on a aussi encore 35% des structures où ce n'est pas formalisé dans la fiche de poste, mais les personnes sont quand même dans la réalisation de ces actions et de ces missions. En fait, pour ces personnes-là, que ce soit formalisé ou non dans la fiche de poste, on est à 60% d'autodidactes, en fait. Donc ce sont vraiment des gens qui se forment sur le tas, qui apprennent en faisant. On est dans l'expérimentation, mais finalement on n'a pas de qualification particulière ou de formation initiale vraiment liée au numérique. Et ça, c'est en fait sur les postes les plus techniques, finalement cette forme d'autodidaxie, elle baisse. C'est-à-dire que sur les postes de webmaster, de communication, de responsable informatique ou de direction des systèmes d'information, de chargé de multimédia, tout ça, ce sont des postes sur lesquels vraiment on va avoir plutôt des postes plus qualifiés et avec des formations vraiment dédiées. Et ça, c'est en train d'évoluer énormément parce que de plus en plus de structures ont ce type de poste et engagent vraiment on va dire une restructuration de leur organigramme. Mais évidemment, là, on va creuser les inégalités, notamment en termes de taille de structure, et ça nécessite un certain nombre de moyens. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va observer plutôt dans les plus grandes structures et les plus grandes équipes que dans les plus petites qui... Dixit, un verbatim dans les groupes de discussion, relève un peu plus des brouilles et de bidouilles et je crois que Lise, tu as aussi parlé de bidouilles. Voilà, enfin, on est un peu plus là-dedans dans les plus petites structures, par nécessité et par manque de moyens, évidemment, pour ça. Mais il est quand même à noter que depuis 2016, il y a de plus en plus de postes dédiés de manière un peu généralisée, et notamment, on a 3 fois plus de community managers dans l'enquête de 2021 par rapport à 2016. On a 2 fois plus de chargés ou de responsables de communication numérique, et on a 1,5 fois plus de webmasters. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Petit à petit, il y a une forme de professionnalisation aussi qui arrive. Mais ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on se professionnalise et comment est-ce qu'on développe ces nouvelles compétences. Et en très grande partie, donc après des 3/4 des répondants, en fait, la formation où la prévision de formation se fait par la veille active, l'échange entre pairs et la visite de lieux inspirants. Donc c'est ce qu'on disait, évidemment, le TMN Lab répond, l'existence du TMN Lab et de ces rencontres répond vraiment à ce besoin et à cette manière de monter en compétences qui existe aujourd'hui. Mais voilà, ça pose tout un tas de questions qu'Emmanuel Vergès a pointé également ce matin.
Et on a donc très peu finalement de formations transversales. Généralement, les formations pour les lieux qui ont cette culture de la formation s'adressent plutôt aux équipes de communication. Et en parallèle de tout ça, on a vraiment aujourd'hui une question un petit peu d'impact écologique qui commence à arriver. Un quart des structures à peu près se méfient de l'impact écologique du numérique. C'est également un frein qui a été pointé par rapport au développement du numérique. Et donc on voit qu'un certain nombre de structures aujourd'hui amorcent une politique un petit peu de réduction, en tout cas de réflexion sur l'impact que peut avoir le numérique, notamment par des achats reconditionnés, du recyclage ou des choix d'outils moins impactants. En revanche, on peut noter un certain retard par rapport à la question du droit à la déconnexion. Seulement un tiers des structures vraiment affirment développer une politique de droit à la déconnexion dans son équipe. Mais finalement, quand on creuse un petit peu, on voit que la formalisation de ce droit à la déconnexion est assez légère et assez peu de structures aujourd'hui sont en capacité de vraiment formaliser ce droit à la déconnexion. Donc là aussi, tout un champ de travail qui va évidemment avec le développement du numérique et que la crise a accéléré en termes de réflexion. Et évidemment, ça aussi, ça a été largement dit ce matin, mais tout ça est venu impacter en fait la place du public dans le projet des structures culturelles, notamment en termes de contribution et de gouvernance. Ariane a commencé un petit peu à évoquer ce sujet tout à l'heure, mais effectivement, de plus en plus de structures se posent la question de l'implication du public et des manières, des modalités qu'on peut essayer de développer pour impliquer ces publics. Il y a différentes grandes thématiques en fait, qui sont ressorties à l'issue du questionnaire. La première, c'est vraiment la pratique artistique, notamment par rapport à la pratique amateur et aussi à la construction de projets participatifs avec les structures culturelles. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement développé. Lise Saladin en a bien parlé ce matin, mais c'est vrai que c'est particulièrement développé dans le secteur de la danse en particulier. Mais aussi plutôt dans les équipes de taille moyenne et les villes aussi de taille moyenne. Donc il y a quelque chose comme ça, peut-être d'une forme de proximité, enfin du bon rapport en fait, pas scène-salle, mais territoire structure qui fonctionne bien pour développer ce genre de propositions. La deuxième thématique aussi d'implication des publics, c'est la question de l'échange sur la programmation des lieux, avec notamment la sollicitation des avis des spectateurs sur la programmation, la création de communautés d'ambassadeurs, la question aussi, un peu moins développée mais néanmoins présente, de la programmation participative. Voilà, comment est-ce qu'on peut impliquer les publics dans la construction de la programmation. Et puis, ça va également sur la question des financements, avec la sollicitation de financement participatif, notamment pour des actions spécifiques. Ça, c'est vraiment plutôt dans les grandes structures et les grandes villes qu'on trouve peut-être à la fois les moyens, le temps et la compétence pour aller chercher ce type de financement et pour développer les campagnes en fait, de financement qui se développent. Et puis, dans une moindre mesure, mais ça commence aussi à émerger, la question de la stratégie et de la gouvernance partagée. C'est une question qui est un peu plus avancée dans le secteur de la musique aujourd'hui, en tout cas plutôt des musiques actuelles, avec des comités d'usagers, des échanges sur les orientations stratégiques, et puis ça peut aller vraiment jusqu'à de la gouvernance partagée ou de l'implication des publics à l'intérieur des conseils d'administration pour vraiment travailler, réfléchir avec eux. Là aussi, c'est ce qu'Emmanuel évoquait ce matin par rapport à la question de la contribution. Un mot très rapide, juste pour compléter. Donc, les discussions entre professionnels allaient dans ce sens. On a discuté beaucoup de la question des communautés qui peuvent être issues de spectateurs, de publics d'un territoire, pas forcément venant du monde numérique, enfin venant d'Internet, et puis aussi des communautés qui peuvent être des communautés faites d'internautes.
Et donc, quelle place donner à ces communautés, comment éventuellement les constituer, les animer, comment penser ce qui a été dit ce matin, cette coprésence, et comment concevoir un mode de communicationnel, relationnel, plus horizontal avec ces communautés. Voilà. Et ce développement justement des contributions, ça pose également la question en fait du modèle économique qui va être associé à ce qui est produit et aussi du statut de ce qui est produit justement par rapport à tout ça. Parce que effectivement aujourd'hui, toutes les diffusions, toutes les productions qui sont diffusées sont plutôt diffusées sur la majorité des grandes plateformes. On parlait des GAFAM tout à l'heure, sous couvert de gratuité, qui posent du coup un certain nombre de questions par rapport notamment aux droits d'auteur, mais aussi à la rentabilité et en fait à la capacité d'un lieu à comprendre, à financer tout ça. Et donc, on a la question de la data, du coup, qui arrive aussi par rapport à ça, avec la billetterie. Donc, les logiciels ont tous les mêmes problèmes. Ils ne répondent pas aux enjeux du 21e siècle. C'est effectivement une véritable problématique. Alors, on a quand même encore près de 10% des logiciels, des structures qui n'ont pas de logiciel permettant la vente en ligne, ce qui est assez important encore en 2021, et 12% n'ont aucun service complémentaire. 12% des structures qui utilisent les logiciels de vente en ligne n'ont aucun service complémentaire. Donc ça pose vraiment la question de la gestion de la data, et le CRM, donc Customer Relationship Management, ces outils qui permettent d'analyser de manière un peu fine ce qui se passe en termes de fréquentation et de vente pour pouvoir derrière ajuster les stratégies d'un lieu. Finalement, il n'y a que 30% des structures répondantes qui utilisent ce genre d'outils, dont 8% avec une solution dédiée, mais surtout on note une forme d'insatisfaction par rapport à ces outils-là qui, en termes de fiabilité, de performance, mais qui très certainement rejoint aussi la question de la compétence et de la formation, parce que finalement on intègre un petit peu ces outils-là sans vraiment savoir comment ça fonctionne, et donc voilà, ça pose aussi tout un tas de questions par rapport à la formation, là encore. Oui, ça allait pareil dans ce sens dans les discussions de professionnels qui déclaraient manquer d'outils et de compétences pour analyser les données de façon satisfaisante, reconstruire les parcours d'achat et d'expérience et initier d'une approche plus marketing. On avait aussi évoqué le sujet de la création numérique, donc vraiment en une phrase ou deux. C'est un sujet qui a été évoqué dans les discussions entre professionnels, et de nombreux freins en fait ont émergé au niveau de la prise en charge et de l'accompagnement des artistes dans les créations numériques. Comme, je vous les cite, un manque de moyens pour l'acquisition de certains outils, des lieux aux architectures non adaptées, aussi tout un challenge technique en fait qui est compliqué à porter parfois, des technologies qui entrent rapidement en obsolescence, le temps imparti pour le montage de ces créations, des complexités sur les droits d'auteur et des lignes de subvention pas toujours claires avec lesquelles il est parfois difficile de faire coïncider les projets. On conclut ? Et donc effectivement dans cette question de la donnée, on a la question aussi du partage, et donc là aussi du partage de la contribution. Donc pour l'instant, on a encore 80% des structures qui n'ont pas encore engagé de politique d'open data ni d'open content. Et 45% par contre des structures qui commencent à essayer de contribuer à la découvrabilité des contenus culturels. Donc là aussi, un vaste champ de travail à défricher pour justement vraiment
on va dire, formaliser cette contribution et lui donner vraiment, lui donner forme, quoi, la rendre concrète au quotidien et aller au bout en fait de cette démarche-là de partage, ce qui peut à un moment donné poser aussi les questions de jusqu'où on va, mais en tout cas, la question de l'appropriation devient de plus en plus prégnante. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc voilà, pour conclure cette première présentation de ces 9 données clés qu'on a choisies avec le conseil d'administration, on retiendra des éléments qui sont assez fondamentaux pour nous. Donc 549 structures qui ont tenté de répondre, même si elles n'ont pas toutes réussi. C'est un besoin évident, marqué, de traiter ces sujets au sein des lieux et de les questionner profondément. C'est aussi, ça répond à ce qu'on défend au TMN Lab, de défricher, essaimer, discuter ensemble et de ne pas imposer, mais de partager. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. 55% qui pensent que le numérique est un axe prioritaire. Pour nous, c'est intéressant de voir l'affirmation, mais ça pose aussi encore cette question-là mais c'est quoi le numérique en fait? Et comment on le perçoit comme un élément de contexte? Est-ce que demain, les structures ne doivent pas plutôt comprendre qu'on est dans une société qui a été transformée par le numérique et que donc cette question du numérique, c'est un enjeu de contexte, du développement, de la création du projet et pas seulement un axe qu'on va développer ou non, en dehors de, évidemment, la question de l'axe artistique. Mais là, on est bien à un autre endroit. Et donc, c'était important pour nous de souligner aussi cette question du caractère injonctif qui a été évoqué, que vous avez rappelé, qui a été rappelé avant. Et il faut faire très attention à ne pas construire une nouvelle idéologie sur une ancienne idéologie et bien avoir une appréhension plus fine de cette question. 37% qui estiment que la nature de leur mission est incompatible avec la transformation numérique. On l'aura compris, c'est tout un chemin qui nous reste à faire ensemble. Si on considère que le numérique est incompatible avec nos lieux d'accueil des publics, de diffusion et de création d'art vivant, dans le fond, avec le numérique qui est une part aujourd'hui des usages, des pratiques des publics, des pratiques de création et de conception de la société elle-même, comment penser un avenir possible de nos structures ? 3/4 des structures qui entrevoient par contre une possibilité de rapport augmenté à l'œuvre. Je vous inviterai à revoir les échanges qu'on a pu avoir au sein du TMN Lab, notamment la rencontre sur les publics en ligne et sur ces questions, comment les artistes se saisissent. Nous avons quelques témoignages d'artistes qui ont pu aller explorer justement des nouveaux rapports, comment la médiation se déplace, comment des espaces peut-être de co-création, de remix, d'appropriation des œuvres par les publics sont réinventés. C'est aussi un axe très fort qu'on sent peut-être une des entrées les plus prégnantes dans les chiffres. 3/4, c'est beaucoup. Et donc peut-être une des entrées par laquelle il est le plus facile pour les lieux sur le terrain de rentrer dans cette question de transformation numérique. On le porte aussi avec toute la communauté. 60% d'autodidactes, évidemment. Et là, pour nous, c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, c'était pareil. En gros, je ne vais pas vous dire que les chiffres étaient exactement les mêmes, mais le constat de 2016 était celui-là. Des équipes formées elles-mêmes, peu de formations transversales, des formations plutôt techniques. Or, si on fait des formations techniques sur le numérique, on en développe plutôt une vision technocentrée qu'une vision sociétale de transformation. Comment on arrive à infuser cette culture de la formation qui est transversale, qui vient emmener les équipes de la direction aux équipes de terrain, d'accueil, aux équipes techniques. C'est un enjeu qu'on défend vraiment fortement ici. On est ravis que 72% des structures se forment par la veille et par les échanges, notamment avec nous. Mais comment construire une vision ambitieuse du numérique, partagée dans notre secteur, construire des politiques, construire l'innovation si les professionnels ne sont pas suffisamment formés, légitimes et peuvent vraiment être à la base de ces innovations. Cela rejoint aussi le sujet, par exemple, des logiciels de billetterie qu'on a pointé, qui est un débat récurrent. Le logiciel de billetterie, pas seulement d'ailleurs, mais c'est ce difficile dialogue entre les professionnels dans tout leur questionnement, les éditeurs de solutions, mais aussi les politiques qui cherchent à financer le développement d'innovation à ces endroits, les publics dont les usages évoluent, et comment on arrive à trouver des espaces de concertation et de construction ensemble. Pour moi aussi, pour nous, la question de la formation des professionnels pour réussir à arriver à un niveau d'échange avec tous ces acteurs, qu'on puisse ensemble trouver des solutions, nous paraît indispensable.
La question de l'impact du numérique, évidemment, la sobriété numérique, c'est un sujet qu'on a porté au TMN Lab déjà lors d'une rencontre, la numéro 19, dont vous pouvez retrouver tous les échanges sur notre site internet, est un sujet de fond. Comment les structures amorcent leur transformation à tout égard. D'ailleurs, on le voit depuis plusieurs années maintenant, de très nombreux événements professionnels viennent mettre sur le devant de la table la question de la responsabilité de nos structures. De nombreux groupes se développent à ce sujet. Des structures se font labelliser sur ces sujets. On sait notre responsabilité. Sur la question numérique, plus précisément, parfois on peut se dire oui, mais à l'échelle de tout ce qu'on produit en termes numériques, où est vraiment notre responsabilité ? Elle est dans la formation de nos équipes, la réflexion, parce qu'on porte un message. Les structures culturelles ont des publics, on montre des exemples. Donc on a ce qu'on appelle aussi parfois, en impact écologique, on va avoir le footprint, l'empreinte réelle, et le brainprint, l'empreinte qu'on va faire sur le cerveau aussi, et la manière dont on va penser ensemble une société de demain. Donc ces questions, on est content de voir qu'elles commencent à rentrer aussi sur des sujets numériques. Et il ne faut pas les mettre de côté, même si on a l'impression que peut-être on est un peu moins concerné. Parce qu'il y a une transformation de fond à faire sur la manière de penser les choses, de construire avec nos équipes. Et la dimension humaine, l'écologie humaine qu'on défend aussi au TMN Lab ne doit pas être oubliée. D'où la question, par exemple, du droit à la déconnexion, des grands témoignages de charge mentale qui sont sortis dans cette étude. C'est un sujet de fond transversal qu'on doit porter ensemble. Enfin, il me semble que notre dernier point, c'était la question de l'open data et l'open content, si je n'en oublie pas. Ah, la place du public, pardon, j'allais oublier la place du public. On en a beaucoup parlé ce matin, je crois que je ne vais pas en redire plus. En tout cas, au TMN Lab, cette question-là, qui sont les valeurs d'un numérique, en fait. Horizontalité, co-construction, intelligence collective, sont des valeurs qui doivent aussi interroger la manière dont on va s'emparer du numérique dans nos lieux. Mais ça a été tellement bien dit à la table précédente qu'on réécoutera les enregistrements et qu'on digérera tout ça. Enfin, la question de l'open data donc, et de l'open content. Ce point, pour moi, illustre aussi la question donc, de la donnée, mais par un prisme peut-être moins habituel. On parle beaucoup de la donnée, notamment dans des approches marketing, comment on va mieux analyser, mieux connaître les publics, pouvoir ajuster des actions, des politiques. On parle beaucoup moins d'autres sujets dans lesquels les structures sont partie prenante. La découvrabilité des contenus culturels, par exemple, et ces politiques d'open data. L'open data, c'est une politique nationale. Aujourd'hui, une administration publique, par exemple, a des obligations légales à ce sujet-là. Mais on se rend bien compte que les professionnels dans les lieux, ça ne leur est pas encore parvenu. C'est un sujet qui n'est pas encore connu, maîtrisé. Alors on en est loin, mais même nous, on pose encore beaucoup de questions. Comment cette ouverture des données fait partie de cette transformation numérique, de cette volonté de transparence des administrations publiques et d'un autre rapport à son territoire et à ses usagers et à ses parties prenantes. L'open content, là on est plus sur une ouverture, une diffusion de contenu, la découvrabilité des contenus culturels, ça pose la question du web culturel que nous voulons. Comment nous prenons aussi une place à faire diffuser les contenus, à mieux les référencer, à créer des contenus qui occupent aussi un espace digital, à ne pas les dupliquer mais à les construire ensemble, en fait à nourrir collectivement un web culturel qui ne soit pas seulement celui qu'on nous impose. Et c'est un sujet aussi. Voilà, donc tous ces sujets pour nous sont très importants. Vous retrouverez les conclusions qu'on a proposées dans le rapport.